moi qui ai l'honneur de briser la glace parmi mes collègues dans un exercice que moi, j'ai jamais vu, c'est-à-dire des collègues de différentes disciplines qui vont être amenés à commenter, dans le fond, un travail. Alors là, cette année, c'est moi qui ai le rôle facile parce que c'est en histoire. Imaginez, je suis vraiment chanceux. Ça commence dans ma discipline, mais une autre année, peut-être que là, je serai moins chanceux et que ce sera dans un autre domaine. Hein. J'ai pas très hâte à l'informatique, là, mais en tout cas. Alors, écoutez, je vais préparer une petite intervention et ensuite suivra la discussion. Donc, les enjeux d'immigration et d'accueil des nouveaux arrivants, comme vous le savez, polarisent beaucoup le débat public. Les opinions sont très tranchées, les accusations fusent de toutes parts, le climat est à la méfiance. Enfin, c'est ce que je perçois. On vit dans une sorte d'atmosphère que je trouve parfois irrespirable, surtout depuis les terribles événements survenus à Québec en janvier dernier, et les réseaux sociaux, évidemment, n'aident pas. Dans un tel contexte, les travaux de l'Institut Jacques Couture, une initiative de ma collègue Angéline Martel, que je salue, sont les bienvenus. Au fond, la mission de l'Institut, telle que moi je l'ai toujours comprise, est très simple: faire connaître le Québec aux nouveaux arrivants, le Québec avec toute son épaisseur historique, ses atavismes parfois, sa complexité, mais aussi faire connaître le monde aux Québécois, un monde, on ne le dira jamais assez, confronté évidemment à des guerres, des famines, des fanatismes meurtriers, mais aussi aux riches cultures, mais aussi riches de culture, d'expériences et d'histoire. Faire tout cela, mais en évitant la morale à deux sous, les discours trop prescriptifs et normatifs, faire tout cela en évitant d'essentialiser l'autre, que ce soit négativement ou positivement, et en prenant garde de culpabiliser le « nous », même si on peut regretter certains épisodes du passé, et on les regrette d'autant plus lorsqu'on lit notamment l'ouvrage de Pierre Anctil, on y reviendra. La mission, donc, de l'Institut Jacques Couture, tel que moi je le comprends, essayer justement de comprendre le plus honnêtement possible, avec la distance du chercheur, la société québécoise et le monde qui nous entoure, un Québec qui dépend évidemment de plus en plus de l'apport des nouveaux arrivants pour croître et prospérer et se développer, en même temps qu'un monde complexe qui nous impose de plus en plus ses tourments et ses fureurs, mais aussi qui nous amène une grande richesse. Donc c'est animé d'un tel esprit, découvrir l'histoire du Myland prenait évidemment tout son sens. Il s'agissait, dans le cadre de cette première journée Émile Olivier, de nous pencher sur l'histoire concrète d'un quartier unique à Montréal et voir comment cette cohabitation entre cultures, comment ces interactions entre personnes d'horizons bien différents avaient pris forme concrètement. Alors, le beau livre d'Yves Desjardins allait nous permettre d'illustrer les préoccupations de l'Institut Jacques Couture. Un livre que j'ai trouvé très rigoureux, fondé sur les archives d'une société d'histoire et la mémoire de l'auteur, en même temps que la mémoire des habitants du quartier, puisque vous savez qu'il existe dans le Myland une société d'histoire qui a accumulé des données, des archives, des connaissances, et comme toutes les sociétés d'histoire, il y a la mémoire aussi des habitants du quartier. Donc, le livre d'un homme profondément attaché à son quartier, mais qui a su conserver, on vient de le voir, la distance du chercheur. Un livre, surtout, qui évite deux écueils. Celui de plaquer sur le passé les valeurs du présent, d'ainsi faire du Myland une sorte de laboratoire du Canada multiculturel d'aujourd'hui. Oui, le Myland a été une mosaïque de culture, mais, conclut Yves Desjardins, il faut se garder d'idéaliser cette diversité à rebours, page 332. Second écueil évité par notre historien, celui de distribuer les certificats de bonne conduite aux uns et aux autres, celui de s'ériger en juge. Cet écueil, je le crains, à l'ère des excuses à répétition, de la repentance généralisée et de la contrition à peu de frais, est en train de vicier notre rapport au passé. Le ton d'Yves Desjardins est posé, mesuré, même lorsqu'il décrit des épisodes d'intolérance. J'ajouterais que cette mesure, on la trouve aussi dans le livre de Pierre Anctil. Mais qu'apprend-on au juste en lisant le livre d'Yves Desjardins sur ce quartier que nous sommes nombreux à apprécier, que nous visitons souvent, collègues de la TELUC, pour aller luncher? Un quartier qui s'est acquis donc une réputation enviable à l'extérieur de nos frontières. Je livre ici en vrac, on a quelques minutes chacun, et sans rendre justice à toute la richesse du livre, quelques impressions. Premier point. Par rapport à l'histoire longue de Montréal, le Myland est un quartier relativement récent.
Ces contours ont été flous pendant très longtemps, avant de se fixer sur l'espace que l'on connaît, que moi je dirais, mais vous me corrigerez, entre Sherbrooke et Bernard, et entre, en gros, Saint-Denis et Avenue du Parc. Est-ce que je suis dans le champ ou c'est à peu près ça, le Mile End? En tout cas, moi, spontanément, comme Montréalais, c'est à ce rectangle, ce quadrilatère que j'attribue le Mile End. Il faut attendre le début du 20e siècle avant qu'un véritable plan d'aménagement prenne forme. Longtemps, ce quartier a été dominé par des propriétaires, des promoteurs, des hommes d'affaires, souvent impliqués en politique. On pense au cas, évidemment, de Léonidas Villeneuve, à l'origine du nom de la rue Villeneuve. Un développement donc plutôt anarchique. On découvre que dans ce quartier, comme dans l'ensemble montréalais, deux courants politiques se sont affrontés. Le premier, souvent beaucoup plus populiste et clientéliste, dans la foulée des Médéric Langto et des Camillien Houd. L'autre, réformateur et plus soucieux d'aménagement, d'hygiène publique et de mixité sociale. On découvre aussi que pour Montréal, le Mile End a été longtemps une sorte de frontière. Ça a été une sorte de frontière, un Far West, un lieu de rencontre hors norme, au sens légal du terme. Le Mile End, ce fut longtemps une auberge où l'on se retrouvait pour boire et fêter, à l'écart de Montréal, du Montréal officiel et policé. Ça, c'est quelque chose qu'on découvre dans le livre d'Yves Desjardins, que moi, je ne connaissais pas du tout. Deuxième élément, le Mile End est devenu un quartier branché, on le sait, le quartier par excellence des bobos et des hipsters, un quartier qui s'est embourgeoisé, donc. Et là, ce qu'on vient de voir montre ça à l'évidence. Mais cet embourgeoisement est vraiment récent, date des années 90 et encore. Au plan social, et malgré l'effort des réformateurs pour attirer les classes moyennes, là, on découvre dans son livre que le boulevard Saint-Joseph était vu, quand il a été aménagé au début, comme ça se voulait les Champs-Élysées de Montréal. Le Mile End a longtemps été un quartier de transition vers l'ouest ou la banlieue, le quartier où l'on commençait dans la vie, comme jeune étudiant, c'est le cas de l'auteur Yves Desjardins, ou comme immigré juif, portugais, grec. Un quartier ouvrier, donc, un peu comme Hochelaga-Maisonneuve et Pointe-Saint-Charles, où les chefs de famille travaillaient dans l'industrie du textile ou dans les carrières, très souvent. Marqué, je l'ai découvert dans le livre de Yves Desjardins, par la présence de ceux qu'on surnommait les pieds noirs. Moi, j'ignorais totalement l'existence de ce groupe, c'est-à-dire ces fiers à bras canadiens-français qui participèrent aux émeutes de 1885 lorsque les autorités municipales voulurent imposer le vaccin contre la variole. Et sur cet épisode, je vous invite à lire la magnifique biographie de Jean-Philippe Warren sur le maire Honoré Beaugrand, qui était maire au moment de cette émeute. Mais qui a été aussi marqué, le quartier, par l'élection du premier député communiste de l'histoire du Canada, Fred Rose, qui s'est avéré un espion soviétique en 1947. Alors, c'est une histoire complètement fascinante que celle-là. Alors, dernière chose que j'ai retenue, et ce sera un peu le dernier plan, mais peut-être le plus important, enfin, évidemment, c'est un aspect auquel nous aurons tous probablement porté la plus grande attention, c'est évidemment tout l'enjeu de l'immigration, notamment d'immigration juive. Et donc, je ne vais pas jusqu'à aujourd'hui, je vais me concentrer là-dessus. Alors, nul doute que le Mile End a été un carrefour très riche à cet égard, un tampon entre une sorte de zone intermédiaire entre l'Ouest anglo-protestant et l'Est franco-catholique. Cette mixité ethnoculturelle a laissé des traces, notamment sur le boulevard Saint-Laurent, évidemment. Et s'agissant de la communauté juive, et là, je fais référence aussi au livre de Pierre Anctil que j'ai lu, qui est absolument passionnant. S'agissant de la communauté juive, deux phénomènes m'ont particulièrement intéressé. Et qui sont très bien éclairés par le livre de Pierre Anctil. Premier phénomène, la grande diversité de la communauté juive, grande diversité idéologique surtout, qui s'installe dans le Mile End, surtout autour des années 10-20 à peu près, on peut dire. Cette diversité, on la retrouve au sein même de la communauté juive yiddishophone originaire d'Europe de l'Est, laquelle est divisée en nombreux courants idéologiques à l'origine de réseaux et d'associations, quand ce n'est pas même d'écoles privées. Il y a bien sûr parmi ces Juifs les traditionalistes qui attribuent à leur religion un caractère culturel fondamental, déterminant. Il y a aussi l'extrême gauche syndicale et parfois même révolutionnaire qui prône l'union de tous les prolétaires par-delà les distinctions culturelles, celle qui a sûrement milité pour Fred Rose. Il y a enfin les sionistes, dont certains communaient aux idéaux socialistes de Ben-Gourion, d'autres à ceux de la droite révisionniste de Jabotinsky. Ça, je trouvais que c'était fascinant de voir cette diversité. Ces divisions profondes, et là, je n'inclus pas les uptowners, là, je parle juste de la communauté d'Europe de l'Est, des communautés d'Europe de l'Est. Donc, ces divisions profondes auront des conséquences importantes lors des débats des années 20 et 30 sur la question scolaire.
j'en retiens, donc je retiens de ça qu'il ne faut jamais, justement, essentialiser l'autre. Même si les Juifs vont se montrer solidaires sur plusieurs enjeux, qui vont fonder le Congrès juif canadien, il y avait entre eux des divergences de vues profondes. Et je suis certain qu'on pourrait dire la même chose des Grecs, des Portugais. Or, ce qui vaut pour les Juifs vaut pour les Canadiens français d'avant la Révolution tranquille. On ne peut réduire tout le Canada français d'autrefois aux opinions d'un journal ou d'un cardinal, si influent soit-il. Deuxième phénomène rapidement qui m'a frappé, le rapport de cette communauté juive aux Canadiens français et des Canadiens français aux Juifs. Yves Desjardins montre les préjugés du curé Émile Piché à l'égard des Juifs, fait ressortir le rôle joué par l'antisémitisme lors d'élections municipales, il nous en a parlé. Il raconte la choquante manifestation du 24 mars 1942 que j'ignorais, lors de laquelle les militants de la Ligue pour la défense du Canada ont porté atteinte à des commerces juifs. Mais clairement, la rencontre entre Juifs et Canadiens français n'a pas vraiment eu lieu. Sinon dans les commerces et le bon voisinage. Pour reprendre le titre d'un livre, et je conclus, pour reprendre le titre d'un livre de Pierre Anctil, il s'agit d'un rendez-vous manqué dans l'histoire du Québec. Mais on comprend mieux en lisant Pierre Anctil ce qui s'est passé. Si le nationalisme défensif des élites clérico-traditionnalistes a certainement joué un rôle, c'est surtout, et là je reprends les mots de Pierre Anctil, la compartimentation confessionnelle qui aurait été déterminante, car elle allait créer un écueil systémique entre ces deux communautés. Dans le régime confessionnel catholique de l'époque, aucune faille pour assurer un contact entre deux communautés hantées par leur propre survivance. Probablement parce qu'il était lui-même divisé entre différentes confessions, le régime confessionnel protestant offrait ces failles. Ce serait à creuser, mais alors ce qui explique pourquoi un Leonard Cohen et un Mordecai Richler ont fait leurs œuvres en anglais. Pierre Anctil, de manière bien convaincante, montre que l'antisémitisme canadien-français s'est nourri d'un anti-judaïsme d'Église, du moins jusqu'à Vatican II, et on peut le regretter, est resté au niveau du discours, qui n'a très rarement que débouché sur des gestes concrets. Or, selon Isaël Medresh, qui a écrit un livre sur le Montréal juif d'autrefois, traduit justement par Pierre Anctil, l'ensemble de la population canadienne-française resta à l'écart de ce genre d'antisémitisme discursif, justement. Comprendre celui des intellectuels ici. Bon, alors, en somme, comment résumer ces rapports entre Juifs et Canadiens français tels que je les comprends à la lecture de ces deux livres, à beaucoup d'indifférence, à des préjugés vécus de part et d'autre, préjugés qu'on voit bien dans l'œuvre de Mordecai Richler évoqués souvent, préjugés qu'il évoque lui-même pour sa communauté, pour les Juifs de l'époque, mais pas nécessairement de l'hostilité. Dans le Myland, se sont côtoyées des sociétés parallèles qui coexistaient dans un même espace, mais sans vraiment entrer en contact pour faire société. D'aucuns diront que ce n'est pas plus mal, que cette indifférence explique peut-être la paix sociale de ce quartier. Tout dépend de la conception que l'on se fait d'une société. Libéraux et républicains n'arriveront pas à s'entendre sur cette question. Je retiens que ce rendez-vous manqué entre Juifs et Canadiens français est dû en grande partie au caractère confessionnel de nos institutions d'avant la Révolution tranquille. Je crois pour ma part que pour faire société, il est impératif de créer un espace commun et qu'un tel espace commun, pour exister, n'est possible que si les institutions publiques qui nous rassemblent sont laïques. Je vous remercie.